Quelques concepts dans l'histoire de la pensée humaine sont aussi énigmatiques et écrasants que l'origine de l'univers. Avant même qu'il n'existe du temps, de l'espace, de la matière ou une quelconque particule élémentaire, il n'y avait rien. Un néant absolu, sans direction, sans forme et sans vibration. Aucune étoile, aucune planète, aucune force gravitationnelle pour attirer, aucune lumière pour voyager, aucun esprit pour observer. Ce vide primordial incompréhensible pour l'esprit humain est le fond de scène d'un des événements les plus grandioses et décisifs de l'existence, le Big Bang. La science moderne, appuyée sur des preuves observationnelles et sur des prévisions mathématiques, affirme qu'il y a environ 13,8 milliards d'années, toute l'énergie et toute la matière de l'univers étaient concentrées en un point infiniment petit, dense et chaud. Une singularité qui rompit son inertie non par une explosion, mais par une expansion vertigineuse, créant l'espace-temps lui-même, le tissu où tout se déploie. Cette expansion initiale ne ressemblait pas à une explosion dans le vide, mais à la création même du vide. L'espace ne fut pas rempli, il fut créé. Le temps ne commença pas à s'écouler après un intervalle, il commença à exister. L'instant zéro marque la naissance simultanée de toutes les lois physiques qui allèrent façonner le cosmos. La gravité, l'électromagnétisme, les forces nucléaires fortes et faibles. À partir de cette origine presque mystique, l'univers traversa une phase d'inflation cosmique. En moins d'un milliardième de trillionième de seconde, l'espace augmenta de façon exponentielle. Cette phase est responsable de l'homogénéité de l'univers observable aujourd'hui, où des galaxies lointaines partagent des propriétés physiques malgré leur séparation de milliards d'années-lumière. Juste après l'inflation, l'énergie libérée commença à se refroidir, donnant naissance aux premières particules subatomiques. Quarks, leptons et gluons commencèrent à s'organiser, interagissant dans des conditions extrêmes. Dans ces bouillons primordial, les particules qui composent aujourd'hui les atomes étaient encore instables, se dissolvant dans des collisions énergétiques et se réorganisant en micro-instants. C'est à partir du refroidissement graduel de l'univers que les quarks commencèrent à s'assembler pour former des protons et des neutrons, les particules qui allaient donner naissance au noyau des premiers atomes. Au cours des 3 premières minutes d'existence de l'univers, la nucléosynthèse primordiale eut lieu. Durant cet intervalle bref, les protons et les neutrons formèrent les premiers noyaux d'hydrogène et d'hélium, les éléments les plus simples et les plus abondants du cosmos jusqu'à aujourd'hui. Cependant, les atomes tels que nous les connaissons ne pouvaient pas encore exister. La densité et la température empêchèrent les électrons de se stabiliser autour de CES noyaux. CE qui donna un univers dominé par un plasma de particules chargées qui absorbait et dispersait la lumière. Une ère opaque où aucune radiation électromagnétique ne pouvait se propager librement. Ce n'est qu'après 380 000 ans à la suite du Big Bang que l'expansion et le refroidissement de l'univers permirent à la formation des premiers atomes véritables. Les électrons et les noyaux s'unirent en atomes neutres, et la lumière, enfin libérée, commença à voyager en ligne droite à travers le cosmos. Ce moment est enregistré dans la célèbre radiation cosmique de fond, une empreinte thermique qui emplit encore l'univers, et qui peut être observée aujourd'hui avec des radiotélescopes. Cette radiation est l'un des piliers de la cosmologie moderne, une photographie de l'univers encore bébé, révélant des fluctuations de densité qui, des milliards d'années plus tard, allèrent donner naissance aux étoiles, aux galaxies et aux planètes. Cette histoire, qui commence dans l'absence absolue de tout, est racontée non seulement par la physique, mais aussi par la lumière qui voyage encore. Chaque photon, chaque onde, chaque champ qui vibre dans le vide est une trace révélant le passé profond de la réalité. L'univers n'est pas né pour être vu, mais il devint visible. Il n'est pas né pour être entendu, mais il commença à émettre de la musique. Et nous, au terme de cette ligne évolutive, sommes maintenant les oreilles et les yeux qui contemplent, narrent et étudient cette histoire cosmique, une histoire qui commence seulement à être comprise. L'histoire de l'univers commença avec un instant si bref, si minuscule, qu'il défie toute intuition. La première fraction de seconde après le Big Bang ne peut être comprise avec les concepts que nous utilisons au quotidien. Il s'agit d'un temps inférieur à un dixième de trillionième de seconde. C'est dans cet intervalle inimaginablement petit que l'univers traversa un phénomène connu sous le nom d'inflation cosmique, une expansion accélérée, exponentielle,
et extrêmement violente, qui multiplia la taille de l'univers en ordre de grandeur au-delà de notre compréhension. Cette expansion n'eut pas lieu à l'intérieur de l'espace, mais de l'espace lui-même, qui s'étira comme un tissu invisible dans toutes les directions, créant simultanément le temps, la matière, l'énergie et les lois physiques. Durant ces moments initiaux, les 4 forces fondamentales de la nature, gravité, force électromagnétique, force nucléaire forte et force nucléaire faible, étaient encore unifiées en une superforce unique. L'univers était un champ d'énergie pure, extrêmement chaud et dense, où il n'existait pas de particules stables, pas de forme, pas de séparation. Mais à mesure que l'espace se dilatait, la température commença à baisser. Et comme dans un refroidissement minutieusement orchestré, cette énergie commença à se fragmenter en composantes distinctes, donnant naissance aux forces que nous connaissons. D'abord, la gravité se détacha, puis les forces nucléaires et l'électromagnétique se divisèrent. Ces transitions de phase cosmique furent comme des fissures dans la glace d'un lac qui gèle, des lieux où la symétrie parfaite se brisa et où de nouveaux comportements physiques apparurent. Peu après, l'univers devint une soupe furieuse de particules élémentaires. Quarks et antiquarks apparaissaient par trillions, se heurtant et s'annihilant en éclats de pure énergie. Pour chaque milliard de paires annihilées, une particule de matière survivait. Cette asymétrie minuscule entre matière et antimatière, dont l'origine demeure l'un des grands mystères de la physique moderne, permit à l'univers matériel d'exister. Si les quantités avaient été exactement égales, tout se serait annihilé, et il n'y aurait pas eu d'étoiles, pas de planètes, pas de vie. L'équilibre du cosmos, tel que nous le connaissons, dépendit d'un léger déséquilibre dans les lois fondamentales de la création. Entre 10 puissance moins 30 secondes et une microseconde après le Big Bang, les quarks commencèrent à se combiner, donnant naissance aux premiers protons et neutrons. Les gluons, les particules médiatrices de la force nucléaire forte, maintenaient CES quarks unis en triplet qui formaient le noyau de chaque atome. Parallèlement, d'autres particules comme les électrons et les neutrinos apparaissaient et interagissaient. La densité était si intense que l'univers, encore âgé de moins d'une seconde, possédait déjà plus d'énergie par centimètre cube que l'intérieur d'une étoile actuelle. Le temps, qui avait commencé à s'écouler, n'avait pas encore de signification telle que nous la connaissons, car il n'existait rien pour le mesurer. Une seconde, à cet instant, était un océan de transformation. Et c'est ainsi que, même dans cette ère primitive, se formèrent les blocs fondamentaux de toute la matière. Avec le refroidissement continu, l'univers passa d'un état chaotique, hyper dense et rayonnant, à une structure plus organisée, où les particules possédèrent déjà une masse et des propriétés définies. Ce processus dura seulement les 3 premières minutes de l'univers, mais il détermina toutes les possibilités futures, les lois de la physique, les proportions des éléments, les conditions pour que la gravité agisse efficacement et le rythme même selon lequel le cosmos allait évoluer. Chaque instant de CES première seconde fut comme le battement initial d'un tambour cosmique, et sa réverbération résonne encore aujourd'hui dans les structures de l'espace. C'est dans cette phase que la radiation de fond fut semée, même si elle ne devint visible que des centaines de milliers d'années plus tard. Les fluctuations quantiques survenues pendant l'inflation furent étirées et amplifiées, laissant des régions avec des densités légèrement différentes. Ces petites variations devinrent, des milliards d'années plus tard, des galaxies et des superamas. En d'autres termes, l'origine des galaxies était déjà inscrite dans les irrégularités microscopiques du vide primordial. Ainsi, les plus grands objets de l'univers, des galaxies avec des centaines de milliards d'étoiles, naquirent des plus petites fluctuations de l'énergie quantique, le macro et le micro dansant à l'unisson aux premiers instants du temps. Avec moins d'une seconde d'existence, l'univers avait déjà fixé son rythme d'expansion, configuré les forces fondamentales et entamé le processus de formation de la matière. C'était un enfant violent, énergique, lumineux et prometteur. Tous ces que nous voyons aujourd'hui, étoiles, montagnes, océans et yeux qui contemplent, naquit de CES moments originels. Le temps commença à avoir un sens. L'espace devint une scène, et la matière commença, lentement, à s'organiser. Après les premières secondes de chaos créatif, l'univers entra dans une phase décisive. Le refroidissement continu et la naissance de la structure. Le temps s'écoulait désormais vers la complexité,
Et bien qu'il fût encore un lieu hostile, les conditions devenaient progressivement plus douces. Entre la 3e minute et les 380 000 années suivantes, l'univers était un océan de radiation et de particules libres, un plasma dense et chaud où la lumière ne pouvait pas voyager. Les électrons, extrêmement énergétiques, étaient empêchés de s'unir au noyau formé dans les premières minutes. Chaque tentative de formation atomique était brisée par la haute énergie des photons qui remplissèrent le cosmos, comme si l'univers était un brouillard incandescent où rien n'était visible et tout était en flux constant. Dans cette longue période connue sous le nom d'ère du plasma, l'univers était opaque. La lumière était sans cesse absorbée et réémise par les collisions entre électrons et photons. Il n'y avait ni transparence, ni direction. Toute l'énergie visible demeurait prisonnière dans cette mer de particules électriquement chargées. Mais le temps patient et absolu accomplissait son œuvre. L'expansion constante diluait la densité de l'univers et avec elle, sa température baissait progressivement. Passant de milliards à millions, puis à centaines de milliers de degrés Kelvin, l'univers commença à se refroidir suffisamment pour permettre une révolution silencieuse, la recombinaison. La recombinaison fut le processus par lequel, enfin, les électrons libres purent s'unir au noyau d'hydrogène et d'hélium, formant des atomes neutres. Cela se produisit environ 380 000 ans après le Big Bang, lorsque la température descendit autour de 3000 degrés Kelvin. Avec les électrons désormais ancrés autour des noyaux, la radiation cessa d'être dispersée et la lumière, pour la première fois, put voyager librement à travers le cosmos. Cette transition marqua la fin de l'opacité de l'univers et la naissance du rayonnement cosmique de fond, une sorte d'écho thermique de la naissance de l'espace-temps qui emplit encore aujourd'hui l'univers dans toutes les directions. Ce rayonnement n'est pas une explosion de lumière visible, mais une onde électromagnétique ténue et presque uniforme qui imprègne tout le cosmos comme une toile de fond thermique. Il se présente aujourd'hui sous forme de micro-ondes et sa détection, en 1965 par les scientifiques Arno Penzias et Robert Wilson, fut l'un des jalons les plus importants de la cosmologie moderne. Ils ne savaient pas CE qu'ils captaient un bruit constant dans leurs antennes. Jusqu'à CE que les théoriciens expliquent, ils entendaient l'univers bébé émettant sa première lumière. Cet événement est pour cette raison considéré comme la première photographie de l'univers. Et ces variations infimes de température sont les cartes des germes des futures galaxies. Avec la lumière désormais libre de voyager, l'univers devint transparent. Pour la première fois, il s'alluma à nos yeux, bien qu'il n'y eût pas encore Dieu pour le voir. Mais les photons commencèrent une trajectoire qui continue encore aujourd'hui, traversant l'espace et portant des informations précieuses sur l'enfance du cosmos. Pendant ces temps, la matière, désormais organisée en atomes neutres, commença à ressentir avec plus d'efficacité les effets de la gravité. De petites fluctuations de densité, issues des fluctuations quantiques amplifiées par l'inflation, commencèrent à s'assembler. Les régions légèrement plus denses attiraient davantage de matière, générant un cycle d'effondrement gravitationnel qui allait mener à la formation des premières structures cosmiques. Pendant des centaines de millions d'années après la recombinaison, l'univers plongea dans un nouveau type d'obscurité. Cette phase est appelée l'ère des ténèbres cosmiques. Bien que la lumière fût libre, il n'existait encore aucune source d'émission visible. Pas d'étoiles, pas de planètes, pas de galaxies. Seulement de l'hydrogène, de l'hélium et la danse gravitationnelle qui rassemblaient lentement les premiers nuages de gaz. L'univers était un lieu silencieux et froid, s'étendant toujours davantage, se préparant pour le prochain grand événement, la naissance des premières étoiles. Cette phase de gestation cosmique est cruciale. C'est dans ces vides, dans cette obscurité, que la matière commença à s'organiser en grands filaments gravitationnels, la toile cosmique qui relie aujourd'hui galaxies, amas et superstructures. La gravité sculpta l'univers en grands vides et en densité, comme une tapisserie invisible façonnant l'avenir. Le plasma primordial, désormais converti en gaz neutre, s'accumulait dans les régions les plus denses, étant comprimé jusqu'à CE que la pression et la température interne deviennent suffisantes pour allumer le feu nucléaire. Le refroidissement de l'univers ne fut pas seulement une perte de chaleur. CE fut un processus ordonné qui permit l'apparition de la complexité. Il offrit les conditions pour la formation des premières structures, donna naissance à la transparence du cosmos
et libéra le rayonnement que nous utilisons aujourd'hui comme guide pour reconstituer l'histoire cosmique. CE fut un moment silencieux, mais absolument transformateur. L'univers avait créé la matière. Désormais, il créait les conditions pour la lumière. Après le grand silence de la recombinaison, l'univers plongea dans l'obscurité la plus profonde de son existence. C'était le temps des ténèbres cosmiques, un intervalle qui dura des centaines de millions d'années, lorsque la lumière était déjà libre de se propager, mais qu'il n'existait encore aucune source lumineuse active. Les étoiles n'étaient pas encore nées, et les galaxies n'étaient que des promesses gravitationnelles sculptées dans l'invisible. Cette phase obscure, silencieuse et glaciale n'était pas un vide absolu, mais bien un univers en gestation, où la matière s'organisait lentement sous l'action de la gravité. De petites perturbations de densité, semences laissées par les fluctuations quantiques durant l'inflation, commençaient à attirer davantage de matière autour d'elle, formant d'immenses nuages d'hydrogène et d'hélium qui, dans des effondrements silencieux, allaient donner naissance aux premiers points de lumière. Ces premières étoiles, connues sous le nom d'étoiles de population 3, furent les premiers objets à transformer l'univers d'un environnement froid et homogène en un espace vivant et structuré. Formé presque exclusivement d'hydrogène et d'hélium primordiaux, puisque des éléments plus lourds n'existaient pas encore, ces étoiles étaient des colosses instables, souvent des centaines de fois plus massives que le Soleil. Sans métaux ni poussière interstellaire pour disperser la radiation et ralentir la contraction, elles s'effondraient rapidement, atteignant des températures nucléaires extrêmes dans leur noyau et initiant des fusions qui n'avaient jamais eu lieu dans l'univers. Leur éclat était intense, bleuté, bref. Elles vécurent seulement quelques millions d'années, mais dans leur existence brève, elles changèrent à jamais le cosmos. La naissance de ces étoiles marque la fin de l'ère des ténèbres et le début de l'ère de rayonisation. L'intense radiation ultraviolette émise par CES géantes provoqua l'ionisation de l'hydrogène neutre autour d'elles, créant des bulles croissantes de gaz ionisés qui s'étendirent et fusionnèrent avec le temps. À chaque étoile qui se formait et mourait, l'univers devenait plus ionisé et plus transparent, comme si d'immenses phares s'allumaient dans l'obscurité cosmique, dissipant lentement le rideau qui cachait la nouvelle structure de l'univers. Ce processus, bien que long, fut essentiel pour permettre à la lumière de voyager sur de grandes distances sans être absorbée, rendant possible l'observation des galaxies les plus anciennes par les télescopes modernes. À mesure que davantage d'étoiles se formaient, elles commençaient à s'assembler en proto-galaxies, structures denses composées de gaz, de poussière et de matière noire. La gravité, comme une sculptrice invisible, façonnait CES concentration en formations de plus en plus complexes. Les galaxies primitives ne ressemblaient pas aux spirales majestueuses que nous voyons aujourd'hui. Elles étaient irrégulières, agitées, avec des taux très élevés de formation stellaire et des supernovas explosant à chaque instant. La violence de la naissance des premières étoiles créa des chocs et des vents interstellaires qui redistribuèrent la matière, créant des cycles continus de destruction et de reconstruction. À l'intérieur de CES protogalaxies, de nouvelles générations d'étoiles commencèrent à apparaître. Différentes des géantes de population 3, CES nouvelles étoiles, contenaient des traces des éléments plus lourds produits par leurs prédécesseurs, carbone, oxygène, fer, enrichissant le milieu interstellaire et rendant possible la formation de planètes et de molécules plus complexes. Chaque supernova qui explosait semait l'univers de nouveaux ingrédients, et à partir de ces cycles de vie et de mort stellaire, le cosmos devint de plus en plus riche, diversifié et complexe. Parallèlement, les trous noirs primordiaux commencèrent à apparaître. Beaucoup se formèrent à partir de l'effondrement des premières étoiles massives. Ces objets extrêmes, avec des champs gravitationnels assez intenses pour emprisonner la lumière, devinrent les noyaux de nombreuses galaxies jeunes. Avec le temps, ils grandirent en absorbant la matière alentour et en fusionnant avec d'autres trous noirs, créant les gigantesques trous noirs supermassifs qui habitent aujourd'hui le centre de la plupart des galaxies, y compris celui de notre Voie lactée. Durant cette ère de transition, l'univers s'illuminait peu à peu. Des régions denses et actives émettant lumière et chaleur s'étendaient sur un fond encore obscur et glacé. C'était comme voir la première aurore cosmique, des lumières timides surgissant au milieu d'un océan de ténèbres. Et contraste entre obscurité et radiation, définit les grands flux de la matière visible,
guidant son mouvement au cours des milliards d'années suivantes. La formation des premières étoiles représenta plus que le début de la luminosité dans l'univers. Elle représenta la naissance de l'alchimie cosmique. C'est en elle que les éléments lourds, essentiels à la formation des planètes, des océans et de la vie, furent forgés. Le fer de notre sang, l'oxygène que nous respirons, le calcium de nos os, tout fut cuit dans des fournaises stellaires qui explosèrent des milliards d'années avant la naissance de notre Soleil. Cet héritage atomique relie chaque être vivant à l'explosion d'une étoile lointaine et fait de notre existence une continuité inévitable de l'histoire cosmique. Avec la naissance des premières étoiles et l'allumage des premières galaxies, l'univers entra dans une nouvelle transformation fondamentale, l'ère de rayonisation. Cette période cosmique, qui s'étendit entre environ 400 millions et 1 milliard d'années après le Big Bang, marque le moment où le rayonnement extrême, produit par les premières générations d'étoiles et de galaxies, commença à rayoniser l'hydrogène neutre qui dominait le cosmos depuis la recombinaison. Ce processus, lent et progressif, eut un impact direct sur la structure de l'univers et sur sa transparence, déterminant la manière dont la lumière voyagerait sur des distances cosmiques jusqu'à atteindre nos télescopes des milliards d'années plus tard. C'était comme si l'univers s'allumait de l'intérieur, non pas de façon soudaine, mais par des millions de petites flammes s'étendant dans toutes les directions, éclairant lentement l'espace profond. Pendant l'ère des ténèbres, l'univers était rempli d'atomes d'hydrogène neutre qui absorbèrent facilement les photons de haute énergie, rendant le cosmos opaque à la lumière de fond. Mais à mesure que les premières étoiles massives, les quasars et les galaxies commencèrent à émettre de grandes quantités de rayonnement ultraviolet, ces atomes furent de nouveau brisés en protons et en électrons, le processus de rayonisation. Cette rupture rendit aux atomes leur état ionisé, le même qui existait durant les premiers instants de l'univers, mais désormais généré non par la chaleur primordiale, et oui, par la puissance des premières sources lumineuses de la structure cosmique. L'univers, en ces sens, redevint un plasma, cependant raréfié, transparent et façonné par la lumière. La rayonisation ne se produisit pas de manière homogène. Des bulles de gaz ionisées se formaient autour des premières étoiles et des premières galaxies, s'étendant lentement à travers l'univers. À mesure que davantage d'objets lumineux se formaient, ces bulles se rencontraient et fusionnaient, élargissant les régions d'espace transparent. Ce processus dura des centaines de millions d'années, et à son terme, l'univers était devenu presque totalement rayonisé, une condition qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Cette transition permit à la lumière provenant de sources lointaines de voyager sur des milliards d'années-lumière sans être absorbée, rendant possible l'étude du cosmos profond à travers la lumière émise dans les phases initiales de l'histoire de l'univers. Alors que le rayonnement façonnait le milieu intergalactique, un autre protagoniste silencieux accomplissait son rôle, la matière sombre. Invisible mais dominante en masse, la matière sombre exerça un rôle vital dans la formation des galaxies et des structures cosmiques. Ces interactions gravitationnelles créèrent des puits d'attraction, où le gaz s'accumulait, formant des étoiles et des amas galactiques. Sans elles, l'univers visible n'aurait pas réussi à s'organiser en si peu de temps. La matière sombre fonctionnait comme un réseau invisible, une toile cosmique où la matière baryonique, la matière ordinaire, se condensait. La lumière des étoiles révéla cette toile, mais sa structure était déterminée par quelque chose qui n'émettait ni n'absorbait la lumière. Un autre élément crucial de ce processus fut la formation des premiers quasars, des noyaux galactiques actifs alimentés par des trous noirs supermassifs nouvellement nés. Ces structures exotiques émettaient des quantités colossales de rayonnement, dépassant souvent la luminosité de toutes les étoiles de leur galaxie réunie. De ces faits, les quasars devinrent des sources puissantes de rayonisation, accélérant le processus dans leur voisinage cosmique. Leur existence si précoce dans l'univers défie encore les modèles actuels de formation des trous noirs et des galaxies, soulevant des questions sur l'efficacité de l'accrétion de masse et sur la fusion de structures au début de l'histoire cosmique. À mesure que l'ère de rayonisation touchait à sa fin, l'univers présentait déjà les premiers signes de maturité structurelle. Les galaxies jeunes devenaient plus organisées. La formation stellaire était intense, mais commençait à se stabiliser. Les régions ionisées dominaient désormais l'espace intergalactique, permettant à la lumière de voyager librement et au cosmos de devenir transparent, comme il l'est aujourd'hui.
CE scénario cosmique. Une toile de matière sombre illuminée par des galaxies vibrantes, traversée par des filaments de gaz chauffés et couronnée par des quasars scintillants, constituait la base sur laquelle les générations futures d'étoiles, de planètes et de formes de vie allèrent se construire. L'ère de réionisation fut donc bien plus qu'un moment de transformation physique. Ce fut l'allumage de l'univers en tant que système actif, où l'énergie et la structure commencèrent à s'entrelacer à des échelles gigantesques. Le cosmos cessa d'être une mer neutre et obscure pour devenir un décor dynamique, interactif, visuellement complexe et lumineux. Sans cette phase, les galaxies modernes, les planètes et la possibilité même de la vie telle que nous la connaissons auraient été impossibles. Ce fut le moment où le feu de la création se répandit dans les veines de l'univers, et l'obscurité primordiale fut enfin conquise par la lumière. Avec la fin de l'ère de rayonisation, l'univers était passé de l'obscurité primordiale à la complexité visible. Dans ces nouveaux panoramas, les galaxies émergèrent comme les premières grandes structures cosmiques organisées, de véritables berceaux d'étoiles, de matière sombre, de gaz et d'éléments chimiques. Ces systèmes colossaux, qui fascinent aujourd'hui par la variété de leurs formes et de leurs échelles, commencèrent comme des concentrations turbulentes de gaz d'hydrogène et de matière sombre, unies par la gravité en tourbillons cosmiques qui tournaient lentement, organisant la matière en régions toujours plus denses. La formation des galaxies fut un processus naturel découlant des fluctuations primordiales laissées dans l'univers après l'inflation et amplifiées tout au long de milliards d'années d'expansion. Ces structures naquirent de l'effondrement gravitationnel de nuages froids de gaz accumulés dans des halos de matière sombre. Ces nuages, à mesure qu'ils perdèrent de l'énergie thermique et angulaire, devenaient instables, provoquant la formation d'étoiles en leur sein. Ainsi apparurent les premiers noyaux galactiques, des assemblages stellaires, alimentés par du gaz frais et enveloppés de champs gravitationnels dominés par la matière sombre. Ces noyaux fusionnèrent avec d'autres voisins, inaugurant un processus chaotique et continu de fusion et d'interaction qui allait façonner les galaxies en tailles et en formes diverses. Le cosmos devint une scène de collision titanesque entre protostructures, où chaque impact redistribuait gaz, étoiles et énergie gravitationnelle. Avec le passage du temps, trois types principaux de galaxies commencèrent à se distinguer, spirales, elliptiques et irrégulières. Les galaxies spirales, comme notre Voie lactée, acquirent leur forme caractéristique à partir de la rotation ordonnée de leurs disques de gaz et d'étoiles, façonnés par des forces centrifuges et des interactions gravitationnelles internes. Les elliptiques, souvent issues de fusions violentes entre galaxies plus petites, possédaient une distribution plus sphérique d'étoiles, avec peu de formations stellaires continues. Enfin, les galaxies irrégulières reflétaient la nature chaotique de leur formation, encore sans symétrie définie, fréquente dans l'univers primordial où les structures étaient en transition. La Voie lactée, en particulier, eut une histoire marquée par de multiples fusions galactiques. On pense qu'elle a englouti des dizaines de galaxies naines au fil de milliards d'années, incorporant leurs étoiles, leurs gaz et leur matière sombre. Son noyau abrite un trou noir supermassif ayant des millions de fois la masse du Soleil, autour duquel toutes les étoiles de la galaxie orbitent. La galaxie est composée d'un disque plat où se trouvent les bras spiraux, riches en formations stellaires, d'un renflement central dense et d'un halo diffus d'étoiles et de matière sombre. Chacune de ces parties reflète des phases distinctes de la formation galactique, depuis l'accrétion de gaz froid jusqu'à l'effondrement d'amas stellaires. Au-delà des étoiles, les galaxies transportent avec elles des nuages d'hydrogène moléculaire, de la poussière interstellaire, des rayons cosmiques, des champs magnétiques et des structures orbitales complexes comme des amas globulaires et des systèmes planétaires. Elles fonctionnent comme des écosystèmes cosmiques, avec des régions actives où naissent de nouvelles étoiles et des zones éteintes où le gaz a été épuisé ou expulsé par des explosions stellaires. L'interaction entre étoiles, gaz et rayonnement engendre des cycles constants de naissance et de mort, alimentant la croissance structurelle de la galaxie et son évolution chimique. Les galaxies jeunes possèdent une composition chimique pauvre en éléments lourds, mais au fil des cycles stellaires, des éléments comme le carbone, l'oxygène, le fer et le silicium s'accumulent, rendant possible la formation de planètes rocheuses et de composés complexes. Un autre aspect impressionnant des galaxies
est leur connectivité gravitationnelle. Elles ne sont pas isolées, mais organisées en amas et en superamas, connectées par des filaments de matière sombre et de gaz chaud. Cette organisation hiérarchique forme CE que l'on appelle la toile cosmique, un réseau colossal qui traverse tout l'univers observable, révélant une structure spongieuse à grande échelle, où les vides cosmiques et les filaments structurent le tissu du cosmos. Cette toile n'est pas seulement visuellement fascinante, elle est aussi une carte de l'histoire gravitationnelle de l'univers, où chaque point de lumière représente un chapitre de l'évolution cosmique. La formation des galaxies fut également cruciale pour l'émergence de la diversité morphologique et pour la distribution de l'énergie visible dans l'univers. Sans elle, il n'y aurait pas de planète, pas de chimie complexe, pas d'étoiles à longue vie comme le Soleil. Chaque galaxie porte en elle une chronologie propre, une signature unique de l'interaction entre la matière baryonique et la matière sombre, entre la gravité et le rayonnement, entre le chaos et l'ordre. Les étudier, c'est étudier l'histoire même de l'univers à l'échelle microscopique, chaque étoile comme une lettre, chaque nébuleuse comme un mot, chaque trou noir comme un point final. Les galaxies sont donc les piliers de la complexité cosmique. En elles, la matière s'est réorganisée à partir du gaz primordial en formes extraordinaires de beauté, d'équilibre et d'énergie. CE sont elles qui soutiennent l'éclat continu de l'univers, diffusant lumière, chaleur et éléments chimiques pendant des milliards d'années. Et c'est en elles que bien plus tard des planètes comme la Terre apparurent, de petits fragments en orbite autour d'étoiles communes, dans des régions habitables de galaxies gigantesques. L'histoire de l'univers, racontée en milliards d'étoiles, palpite dans chaque galaxie comme une mémoire vivante de la création. Au milieu de l'immensité de la Voie lactée, une galaxie comptant des centaines de milliards d'étoiles, un nuage de gaz et de poussière en apparence commun, commença à se comporter de manière singulière il y a environ 4 milliards 600 millions d'années. Ce nuage, situé dans l'un des bras spiraux de la galaxie, appelé nébuleuse solaire primitive, allait donner naissance à CE que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de système solaire. Composé majoritairement d'hydrogène et d'hélium, mais également enrichi d'éléments plus lourds, forgés par des générations antérieures d'étoiles et dispersés par des supernovas, CE nuage était un héritage direct du cycle stellaire qui transforma l'univers en une tapisserie chimique riche et complexe. Et ce legs atomique prépara la scène pour l'apparition du Soleil, des planètes et finalement de la vie. La formation du système solaire commença par l'effondrement gravitationnel de cette nébuleuse, probablement déclenché par une onde de choc provenant de l'explosion d'une supernova voisine. La gravité attira la matière vers le centre du nuage, créant une proto-étoile, l'embryon du Soleil. À mesure que davantage de matière s'accumulait, la pression et la température au cœur de cette proto-étoile augmentaient jusqu'à atteindre le seuil critique pour l'ignition de la fusion nucléaire. C'est alors que le Soleil naquit, non dans un éclat explosif, mais avec une lumière constante alimentée par la conversion de l'hydrogène en hélium, libérant une énergie soutenue et équilibrée. Autour de lui, un disque de gaz et de poussière tournoyait rapidement, s'aplatissant et donnant naissance à la formation des corps planétaires. Ce disque protoplanétaire était un mélange dynamique d'éléments chimiques, hydrogène, hélium, carbone, oxygène, silicium, fer, organisés en régions de température variables. Dans les zones les plus proches du Soleil, seuls les matériaux les plus réfractaires, comme les métaux et les silicates, pouvaient se condenser. CE, qui favorisa la formation des planètes rocheuses, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Dans les régions plus éloignées, où la chaleur solaire était moins intense, des composés volatiles comme l'eau, le méthane et l'ammoniac purent se solidifier, permettant la formation de géantes gazeuses et glacées telles que Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ce processus de différenciation créa deux grands domaines au sein du système solaire. Le système intérieur, dense et rocheux, et le système extérieur, massif et dominé par des atmosphères épaisses et de nombreuses lunes. La formation planétaire se fit par accroissement de matière. De petites particules de poussière entraient en collision et se soudaient, formant des agglomérats qui grandissaient jusqu'à devenir des planétésimaux, des corps mesurant des dizaines à des centaines de kilomètres de diamètre. Ceux-ci, à leur tour, entraient en collision de manière violente et se soudaient en protoplanètes. Dans un environnement où les collisions étaient fréquentes et chaotiques, seuls les corps les plus stables et les plus massifs survécurent
nettoyant leurs orbites et établissant les configurations planétaires que nous observons aujourd'hui. La Terre, durant cette phase, fut violemment percutée par un corps de la taille de Mars, que les scientifiques appellent Theia, dont la matière éjectée dans l'espace s'agrégea pour former la Lune. Cet événement, bien que cataclysmique, fut essentiel pour stabiliser l'inclinaison axiale de la planète et établir des marées fondamentales pour la dynamique de la vie future. Pendant que les planètes se formaient, des millions d'objets plus petits, astéroïdes, comètes, lunes et planètes naines, émergèrent également du disque protoplanétaire. Beaucoup furent projetés vers les régions externes, formant la ceinture de Kuiper et le nuage de Oort, de véritables réservoirs de glace et de roches, fossiles de la formation originelle. D'autres entrèrent en collision avec les planètes en formation, y compris la Terre, apportant des composés volatiles de l'eau et des molécules organiques. On pense qu'une grande partie de l'eau des océans terrestres provient de comètes primitives, qui agirent comme des messagères cosmiques en apportant des ingrédients clés pour la chimie de la vie. Le Soleil, centre gravitationnel de tout le système, atteignit la stabilité en tant qu'étoile de type spectral G, avec une durée de vie estimée à environ 10 milliards d'années. Il émet une énergie de manière constante, créant des conditions thermiques et lumineuses, telles que sur au moins l'une des planètes qui l'entourent, apparurent des océans liquides, une atmosphère, un climat et des cycles biochimiques, des conditions rares et précieuses dans le cosmos. La Terre, positionnée dans la zone habitable, devint une oasis singulière de complexité chimique grâce à la combinaison idéale de masse, de distance au Soleil, de champs magnétiques protecteurs et d'activités géologiques internes. La formation du système solaire ne fut pas un événement isolé, mais une partie d'un cycle plus vaste reliant la naissance et la mort des étoiles à l'émergence des planètes et finalement de la vie. Chaque atome de fer de notre sang, chaque molécule de carbone de nos corps, chaque cristal de calcium de nos os, tout cela fut forgé au sein de générations antérieures d'étoiles qui moururent dans des cataclysmes cosmiques et laissèrent leurs restes comme des semences de mondes futurs. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel nocturne et que nous voyons les planètes et leurs lunes, nous contemplons des chapitres vivants de l'histoire de l'univers, rassemblés autour d'une étoile commune qui, pour nous, représente le cœur de notre cosmos particulier. Au milieu du chaos créatif du système solaire primitif, la Terre émergea comme un point d'équilibre entre les extrêmes. Ni trop chaude comme Vénus, ni froide comme Mars, la troisième planète à partir du Soleil réunit les conditions idéales pour devenir quelque chose d'extraordinaire, un monde vivant, doté d'une surface solide, d'une atmosphère protectrice, d'un champ magnétique actif et surtout d'eau à l'état liquide. La Terre s'établit comme un laboratoire naturel où les éléments cosmiques commencèrent à interagir de manière toujours plus complexe. La formation de la planète fut violente. Des bombardements constants par des astéroïdes et des comètes, une intense activité volcanique et la collision avec Theia, qui forma la Lune, sculptèrent son relief, sa composition et son inclinaison. Mais c'est précisément dans cet environnement agité que les ingrédients de la vie commencèrent à se mêler. Au cours des 100 premiers millions d'années, la Terre était un enfer incandescent. Sa croûte se formait encore, le magma bouillonnait en surface et l'atmosphère était épaisse et toxique, composée de dioxyde de carbone, de méthane, de vapeur d'eau et d'ammoniac. Il n'y avait pas d'oxygène libre, ni d'océan tranquille, mais des tempêtes électriques, une chaleur extrême et des impacts cosmiques fréquents. Et pourtant, à un moment situé entre 3 milliards 800 millions et 4 milliards d'années, quelque chose d'extraordinaire se produisit, la vie apparut. L'origine de la vie demeure l'un des plus grands mystères scientifiques de l'histoire. Il existe de nombreuses hypothèses, mais aucune certitude. L'une des théories les plus acceptées suggère que des molécules organiques complexes se formèrent spontanément dans des environnements riches en énergie, tels que des sources hydrothermales sous-marines ou des flaques peu profondes exposées au soleil et à des éclairs, à partir de composés simples comme le méthane, l'ammoniac et l'eau. Ces molécules commencèrent à interagir, à former des chaînes et finalement à développer la capacité de se répliquer. L'acide ribonucléique, une molécule similaire à l'acide désoxyribonucléique, est désignée comme l'une des premières formes de matériel génétique. Capable de stocker de l'information et aussi de catalyser des réactions, il a pu être le précurseur de la biochimie moderne. La vie commença donc de manière microscopique,
sous forme d'organismes unicellulaires simples, des prokaryotes, qui se multipliaient dans des environnements aquatiques. Pendant des milliards d'années, la Terre fut dominée par CES, formes de vie invisibles à l'œil nu, mais essentielles. Elles transformèrent la composition de l'atmosphère en libérant de l'oxygène par la photosynthèse des cyanobactéries, un processus révolutionnaire qui changea à jamais la planète. Cet événement, connu sous le nom de Grande Oxydation, se produisit il y a environ 2,4 milliards d'années et fit de l'oxygène un composant permanent de l'atmosphère terrestre. Bien qu'il ait provoqué des extinctions massives parmi les organismes anaérobies, il ouvrit également la voie à de nouvelles formes de métabolisme et finalement à des organismes multicellulaires. Parallèlement, la présence d'oxygène permit la formation de la couche d'ozone, protégeant la surface de la radiation ultraviolette et rendant possible le début de la colonisation d'environnements plus peu profonds, lumineux et, plus tard, de la terre ferme. Durant cette période, la Terre traversa des transformations dramatiques, dérives continentales, supercontinents tels que Rodinia puis la Pangée, changements climatiques extrêmes comme des glaciations globales appelées terre boule de neige et extinctions massives façonnèrent le cadre écologique de la planète. Mais la vie persista, elle évolua, elle s'adapta. Les cellules eucaryotes, dotées de noyaux organisés et de structures internes complexes, apparurent par symbiose lorsqu'une cellule en engloba une autre et commença à coopérer avec elle. Ce saut évolutif fut essentiel pour la formation d'organismes multicellulaires qui se spécialisaient dans des fonctions différentes, formant des tissus, des organes et plus tard des organismes pourvus de systèmes nerveux, d'yeux, de nageoires et de membres. Il y a environ 500 millions d'années, durant l'explosion cambrienne, une diversité extraordinaire de formes de vie se déploya dans les océans. Des invertébrés marins, des trilobites, des mollusques, des chordés, les ancêtres des vertébrés, remplirent la planète de mouvements, de prédation, de stratégies reproductives et de complexité écologique. La vie commença à tisser des réseaux d'interdépendance avec des cycles alimentaires, de la compétition et de la coopération. Dans le même temps, les plantes commencèrent à coloniser les continents, suivies par des arthropodes et finalement par des poissons qui donnèrent naissance aux premiers amphibiens. De l'eau vers la terre, de la terre vers l'air, la vie poursuivit sa marche créatrice, s'adaptant à chaque environnement, expérimentant des formes et des stratégies de survie. La Terre devint ainsi une planète vivante en tout point. Sa surface était modelée non seulement par des forces géologiques, mais aussi par des milliards d'organismes qui respiraient, réalisaient la photosynthèse, se nourrissaient et interagissaient. Chaque feuille, chaque goutte d'océan, chaque couche du sol porta désormais la signature de la vie. La planète bleue n'était pas seulement un corps céleste rocheux, elle était un écosystème global en transformation constante, sensible à SES propre création. La biosphère devint un facteur géologique. Et l'atmosphère elle-même, riche en oxygène et en azote, était un sous-produit direct de l'action des êtres vivants. Nous sommes les héritiers de cette histoire. Chaque cellule humaine porte des organites dont l'origine remonte à des micro-organismes ancestraux. Chaque molécule de nos corps a déjà fait partie d'océans primitifs, de roches anciennes, d'organismes disparus. La Terre est une scène dynamique, où la chimie de l'univers a trouvé une combinaison rare d'ordre, de chaos, de temps et de matière pour engendrer CE, que nous appelons la vie. Et sur cette planète bleue, perdue parmi des milliards de galaxies, la conscience commençait à faire ce premier pas. La vie, l'une des expressions les plus complexes de l'univers connu, eut une origine modeste et silencieuse. À partir de molécules organiques simples, formées dans des environnements aquatiques riches en énergie et en éléments, les premiers organismes vivants de la Terre apparurent il y a environ 3,8 milliards d'années, à une époque où la planète restait instable, avec des volcans actifs, des océans chauds et une atmosphère réduite. Ces premiers êtres, semblables à des bactéries primitives, étaient des organismes prokaryotes, dépourvus de noyaux cellulaires définis, qui se multipliaient par division cellulaire simple et dépendaient de réactions chimiques élémentaires pour obtenir de l'énergie. Malgré leur taille microscopique, ils furent les protagonistes d'une transformation planétaire à l'échelle du globe, et leur présence façonna non seulement les océans, mais aussi l'atmosphère, les cycles géologiques, et finalement, toutes les formes de vie qui émergeraient par la suite.
Ces premiers organismes développèrent des stratégies distinctes pour survivre. Certains absorbaient des composés chimiques de l'environnement et les décomposaient par des réactions exothermiques, un processus connu sous le nom de chimiosynthèse. D'autres apprirent à capter l'énergie de la lumière du soleil, donnant naissance à la photosynthèse anoxygénique, qui ne libérait pas d'oxygène. Mais un groupe particulier de micro-organismes, les cyanobactéries, commença à réaliser la photosynthèse oxygénique, un processus révolutionnaire qui captait la lumière solaire, convertissait l'eau et le dioxyde de carbone en glucose et, comme sous-produit, libérait de l'oxygène moléculaire. Cet oxygène, auparavant inexistant sous sa forme libre, se mit à s'accumuler dans l'atmosphère, modifiant radicalement la chimie de la planète et initia la grande oxydation, qui provoqua des extinctions massives d'organismes anaérobies. Avec l'accumulation d'oxygène, de nouvelles voies métaboliques devinrent possibles, notamment la respiration aérobie, bien plus efficace que les processus fermentaires primitifs. Cela permit l'apparition d'organismes à plus forte demande énergétique et à plus grande complexité structurelle. Un pas évolutif fondamental fut l'émergence des cellules eucaryotes, dotées d'une compartimentation interne, d'organites spécialisés tels que les mitochondries et les chloroplastes, et d'un noyau où l'acide désoxyribonucléique était protégé et régulé avec plus de précision. Ces cellules n'apparurent pas spontanément, mais par endosymbiose, lorsqu'une cellule en engloutit une autre et, au lieu de la digérer, établit avec elle une relation symbiotique durable. Cette union ancestrale se voit encore dans chaque cellule du corps humain. Nos mitochondries descendent de bactéries qui vécurent jadis de manière indépendante. L'évolution suivit une trajectoire ascendante en complexité. Les cellules eucaryotes commencèrent à s'assembler, formant des colonies où chaque cellule remplissait une fonction différente. Avec le temps, cette spécialisation mena à l'apparition d'organismes multicellulaires, composés de milliards de cellules qui coopéraient entre elles, coordonnées par des signaux chimiques et plus tard par des systèmes nerveux. L'explosion de diversité qui s'ensuivit, connue sous le nom d'explosion cambrienne, il y a environ 540 millions d'années, marqua l'émergence des principales lignées animales que nous connaissons aujourd'hui: arthropodes, mollusques, échinodermes, chordés. Pour la première fois, des yeux, des squelettes, des appendices et des comportements complexes apparurent à l'échelle globale dans les océans de la planète. L'évolution est guidée par des mécanismes tels que la mutation génétique, la sélection naturelle, la dérive génétique et la spéciation. De petites variations accumulées au fil de millions d'années dans des environnements distincts aboutirent à la diversification des formes de vie, adaptées à différentes niches écologiques. Certains organismes se spécialisèrent dans la nage, d'autres dans le rampement, d'autres encore dans le volume ou l'escalade. La colonisation de la terre ferme, il y a environ 400 millions d'années, fut un autre jalon extraordinaire. D'abord vinrent les plantes, qui créèrent le sol et stabilisèrent l'humidité. Puis, les arthropodes et les amphibiens. Avec le temps, les reptiles, les oiseaux et les mammifères conquirent les continents, emportant avec eux la complexité cellulaire qui avait commencé dans l'océan primordial. Toute cette diversité fut rendue possible grâce à l'hérédité génétique, qui permit le stockage, la copie et la transmission d'informations biologiques entre générations. L'acide désoxyribonucléique, molécule spiralée composée de nucléotides, porte le code de la vie dans chaque cellule. Ce code détermine non seulement la forme d'un organisme, mais aussi son comportement, sa physiologie et sa réponse à l'environnement. Et avec le temps, ce même acide désoxyribonucléique accumula les traces de toute l'histoire de la Terre: extinction massive, adaptation climatique, migration et bond évolutif. La vie, en ce sens, n'est pas seulement un processus chimique, mais une archive naturelle, où chaque espèce est une page écrite par des milliards d'années de tentatives, d'erreurs et de survie. L'existence de la vie sur Terre soulève inévitablement une question plus vaste. La vie existe-t-elle ailleurs dans l'univers? Les ingrédients de base, carbone, eau, énergie, molécules organiques, sont courants dans le cosmos. Ils ont déjà été détectés dans des comètes, des lunes de planètes lointaines, des nuages interstellaires et des atmosphères d'exoplanètes. L'astrobiologie, science qui cherche à comprendre les conditions d'apparition de la vie en dehors de la Terre, progresse à chaque nouvelle découverte. La lune Europe de Jupiter et Encelade de Saturne
possède des océans souterrains protégés par des croûtes de glace. Mars, dans sa jeunesse, eut des rivières et des lacs. Des centaines de planètes en orbite autour d'autres étoiles ont déjà été identifiées dans des zones habitables. L'univers est bien trop vaste pour que la vie ne soit apparue qu'une seule fois. Et même si nous n'avons pas encore détecté d'autres formes de vie, le simple fait d'exister prouve que la vie est une possibilité concrète de la matière. La vie est donc l'apex temporaire de l'histoire de l'univers, un point où des atomes ont appris à s'organiser, à se répliquer et à se contempler eux-mêmes. Des premières bactéries qui respiraient, le soufre jusqu'aux civilisations technologiques capables d'envoyer des sondes interplanétaires, la trajectoire de la vie est une narration d'adaptation, de résistance et de transformation. Il n'existe pas de rupture entre l'univers physique et l'univers biologique. Nous sommes le cosmos qui s'observe, qui pense et qui se demande pourquoi il existe. À mesure que la vie multicellulaire se diversifiait et que les continents se déplaçaient sur le manteau terrestre, la planète Terre traversa une phase de transformation colossale, marquée par des extinctions, des renaissances et l'ascension de certaines des créatures les plus impressionnantes qui aient jamais foulé sa surface. L'ère mésozoïque, qui s'étendit sur environ 180 millions d'années, du Trias au Crétacé, fut dominée par les dinosaures, des reptiles terrestres, aquatiques et volants, qui devinrent les maîtres absolus de tous les écosystèmes de la planète. Mais, parallèlement, dans des recoins obscurs et nocturnes, de petits animaux velus, à métabolisme rapide et aux habitudes discrètes, entamaient leur propre trajectoire évolutive, les mammifères. Cet affrontement silencieux entre deux lignées représenterait plus tard un renversement qui changerait le destin de la vie sur Terre. Après l'extinction du Permien et du Trias, le plus grand événement d'anéantissement de l'histoire de la planète, il y a environ 250 millions d'années, la Terre se retrouva presque vide de vie complexe. Mais le vide écologique devint un terreau fertile pour de nouvelles formes évolutives. Durant le Trias, les premiers dinosaures commencèrent à apparaître dans des environnements arides et instables. Leurs corps étaient légers, leur posture dressée et leurs mouvements efficaces. Ils s'adaptèrent rapidement aux nouvelles conditions, se diversifiant en multiples groupes, herbivores à long cou, prédateurs bipèdes, carnivores féroces et formes semi-aquatiques. Avec le temps, durant le Jurassique, ces animaux dominèrent la planète à l'échelle globale, occupant aussi bien des forêts tropicales que des zones côtières. Certaines espèces atteignaient 30 mètres de longueur, tandis que d'autres développèrent des plumes et des comportements sociaux complexes. Les dinosaures n'étaient pas seuls. Dans le ciel, des ptérosaures volaient avec des ailes membraneuses pouvant atteindre 12 mètres d'envergure. Dans les mers, des reptiles tels que ichthyosaures, plésiosaures et mosasaures sillonnèrent les océans avec des mouvements gracieux dominant les environnements aquatiques. Dans le même temps, les écosystèmes terrestres s'épanouissaient avec des plantes gymnospermes, suivies plus tard par les angiospermes, des plantes à fleurs et à fruits, qui changeraient radicalement la manière dont l'énergie solaire était captée et redistribuée. La biodiversité atteignait des niveaux surprenants, et la vie se sophistiquait en cycles trophiques complexes, avec des relations de prédation, de coopération, de défense et de migration. Cependant, tandis que les dinosaures dominaient la scène, les mammifères primitifs évoluaient discrètement. Descendants de reptiles synapsides, ils étaient petits, nocturnes et couverts de poils qui aidaient à maintenir la température corporelle. Ils se nourrissaient d'insectes, vivaient dans des terriers et prenaient soin de leurs petits avec une attention plus grande que la plupart des reptiles. Leur cerveau était relativement plus grand par rapport au corps et leur système nerveux plus développé. Ces caractéristiques, apparemment modestes, préparèrent les mammifères à résister à des événements cataclysmiques que leurs voisins géants ne survivraient pas. Cette catastrophe survint il y a 66 millions d'années, à la fin du Crétacé, lorsqu'un astéroïde de 10 km de diamètre entra en collision avec la Terre dans la région qui correspond aujourd'hui à la péninsule du Yucatan, au Mexique. L'énergie libérée par l'impact équivalait à des milliards de bombes nucléaires. Des incendies mondiaux, des tsunamis hauts de plusieurs kilomètres, des chocs thermiques et un nuage de poussière qui bloqua la lumière du soleil pendant des mois ou des années plongèrent la planète dans un hiver d'impact. La photosynthèse s'effondra, les chaînes alimentaires s'écroulèrent et plus de 70% des espèces vivantes furent éteintes. Parmi elles, tous les dinosaures non aviens disparurent. Dans ces scénarios apocalyptiques,
les mammifères survécurent. Leur capacité à réguler la température corporelle, leur petite taille, leur mode de vie souterrain et leur régime alimentaire varié furent des avantages décisifs. Lorsque la poussière retomba et que la lumière revint percer les cieux, ces petits animaux devinrent les nouveaux colonisateurs des niches écologiques laissées par les anciens géants. Le Cénozoïque commença, et avec lui, l'ascension fulgurante des mammifères. Ils se diversifièrent en multiples ordres, carnivores, herbivores, marsupiaux, primates, rongeurs, cétacés. Certains grandirent immensément, comme les mammouths et les rhinocéros laineux. D'autres retournèrent aux mers, comme les baleines. Et un groupe particulier, doté d'un cerveau en croissance, d'un pouce opposable et d'une capacité à vivre en société, se préparait à révolutionner non seulement la Terre, mais la conscience même du cosmos. L'histoire de la vie n'est ni linéaire, ni prévisible. Elle est faite d'extinctions et de renaissances, de catastrophes et d'adaptations. Les dinosaures régnèrent pendant plus de 160 millions d'années, une durée bien plus longue que toute l'histoire de l'humanité, mais ils disparurent soudainement. Les mammifères, avec leur début modeste, prirent leur place et changèrent le cours de l'évolution. Cette succession révèle un motif profond de la nature. La vie persiste, mais jamais de la même manière. Elle se façonne, s'adapte, se réinvente. Et chaque grande extinction fut, paradoxalement, une opportunité pour de nouvelles formes d'émerger et d'élargir les limites de ce qui est possible sur la planète Terre. Avec le déclin des reptiles géants et l'expansion silencieuse des mammifères, la planète entra dans une nouvelle phase d'expérimentation biologique. La diversité des formes, des tailles et des stratégies de vie augmenta dans tous les environnements, forêts, savanes, océans, montagnes. Mais parmi tous les groupes qui prospérèrent durant le Cénozoïque, un en particulier portait en lui une graine rare et profondément transformatrice, l'intelligence. Au fil de millions d'années, de petits primates arboricoles donnèrent naissance à des lignées toujours plus adaptées à la complexité environnementale. Et à un moment situé entre 7 millions et 2 millions d'années, dans des savanes africaines instables et pleines de défis, apparurent les premiers hominidés, ancêtres directs des êtres humains modernes. Ces hominidés se distinguaient non seulement par la posture droite et des mains habiles, mais aussi par le volume croissant du cerveau. Le rapport entre la taille du cerveau et celle du corps augmentait à chaque nouvelle espèce. Les avantages n'étaient pas immédiats, des cerveaux plus grands consomment davantage d'énergie, exigent un soin parental plus important et prolongent l'enfance. Mais ils permettaient aussi un traitement plus sophistiqué des informations sensorielles, sociales et environnementales. Les premiers membres du genre Homo, comme Homo habilis, commencèrent à manipuler des outils, cassant des pierres pour couper la viande, creuser, racler. Ces gestes simples représentaient un saut. L'esprit commençait à s'étendre au-delà du corps, utilisant le monde comme une extension de la volonté. Avec le temps, des espèces comme Homo erectus puis Homo heidelbergensis maîtrisèrent l'usage du feu, développèrent des langages rudimentaires, migrèrent à travers les continents, construisirent des abris et tissèrent des liens sociaux complexes. Il ne suffisait plus de survivre, il fallait coopérer, se souvenir, planifier, enseigner. La cognition sociale, c'est-à-dire la capacité à comprendre les intentions et les émotions d'autrui, devint centrale pour la survie. Avec elle, émergèrent les rudiments de l'empathie, de la moralité et de la culture. Le cerveau humain, en particulier le cortex préfrontal, continua de croître, devenant un centre de simulation interne où des événements futurs pouvaient être imaginés et des choix évalués avant d'être exécutés. Aux alentours de 300 000 ans, Homo sapiens apparut. Pourvu d'un langage articulé, d'une conscience de soi et d'autrui, d'une capacité de symbolisation et d'imagination abstraite, ce nouvel animal ne se contentait pas de s'adapter au monde. Il commença à le façonner. Peinture rupestre, sépulture ritualisée, mythes, danse, outils raffinés, et plus tard agriculture, architecture et écriture, tout cela naît de cette étincelle que nous appelons conscience. L'univers, après 13 milliards d'années d'existence, avait enfin produit quelque chose capable de regarder les étoiles et de demander d'où ils venaient. Cette conscience n'émergea pas comme un bond isolé, mais comme le résultat d'un processus cumulatif où biologie, environnement et culture interagirent dans des boucles de rétroaction constantes. Un cerveau plus grand favorisait de meilleures stratégies sociales. Des sociétés plus complexes exerçaient une pression en faveur d'une cognition plus riche.
Le langage, en se développant, permit la transmission de connaissances entre générations, accélérant l'évolution culturelle. Avec lui, des histoires, des idées et des symboles commencèrent à façonner les comportements, créant des traditions, des religions, des systèmes de croyances et la science. Pour la première fois, l'évolution ne dépendait pas seulement de l'acide désoxyribonucléique, mais aussi de la mémoire collective. Les êtres humains se répandirent sur tous les continents, affrontant des climats extrêmes, une mégafaune dangereuse et des environnements exigeants. Mais la véritable révolution advint lorsqu'ils se mirent à transformer la nature, domestiquer des animaux, cultiver la terre, élever des villes. Cette transformation apporta de nouvelles pressions, maladies, inégalités, conflits, mais aussi art, philosophie, mathématiques, astronomie. L'intelligence humaine se tourna non seulement vers la survie immédiate, mais aussi vers la contemplation de l'infini, le temps, la mort, l'espace, les dieux et l'univers lui-même. Nous sommes, autant que nous le sachions, la seule forme de vie capable de comprendre son origine stellaire, son évolution biologique et sa fragilité écologique. Chaque atome de notre corps a déjà fait partie d'étoiles mortes. Chaque pensée, si complexe soit-elle, est un motif de synapses électriques émergeant d'une matière organisée. Mais en contemplant cette trajectoire, du Big Bang aux neurones, nous percevons que l'intelligence humaine n'est pas un accident isolé, mais un chapitre naturel de la longue histoire cosmique. Une histoire où la matière a appris à penser. Avec l'émergence de la conscience humaine et la prise de contrôle progressive sur l'environnement, l'histoire de la vie sur Terre entra dans une nouvelle ère, non plus définie seulement par des événements géologiques ou des cycles biologiques, mais par l'action consciente d'une espèce capable de modeler le monde qui l'entoure. Après des centaines de milliers d'années à vivre comme chasseurs-cueilleurs, en petites tribus nomades dispersées dans des savanes, des forêts et des toundras, les humains franchirent un pas sans précédent dans l'histoire évolutive, la domestication de la nature. Ce moment transformateur commença il y a environ 10 000 ans avec l'essor de l'agriculture qui redéfinit les bases de la survie, réorganisa les relations sociales et rendit possible l'émergence des premières civilisations. La révolution agricole ne fut pas soudaine, mais le fruit d'observations accumulées au fil des générations. Dans des régions comme le Croissant fertile, au Moyen-Orient, et dans des vallées fertiles telles que celles du fleuve Nil, de l'Indus et du Yangtze, des êtres humains se mirent à cultiver des céréales, à domestiquer des animaux et à établir des établissements permanents. Le contrôle de la production alimentaire libéra une partie de la population de la quête quotidienne de nourriture, permettant l'apparition de spécialisations sociales, agriculteurs, forgerons, prêtres, dirigeants, soldats. Des villes surgissaient comme centres de stockage, d'échange et de pouvoir. L'écriture fut inventée pour enregistrer récoltes et impôts et devint bientôt un instrument pour transmettre savoir, mythologie et lois. Ainsi naquirent les premières structures urbaines, bureaucratiques et symboliques de la civilisation. Avec les villes vinrent les États. Des empires grandirent autour des fleuves et des routes commerciales, développant des systèmes juridiques, des monnaies, des calendriers, des armées et des hiérarchies sociales complexes. Des civilisations comme les Sumériens, les Égyptiens, les Chinois, les Mayas, les Grecs et les Romains créèrent des legs qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Ils développèrent la mathématique, la géométrie, l'astronomie, la philosophie et firent les premiers pas vers la compréhension des lois naturelles. Ils observaient les cieux non seulement avec crainte, mais avec méthode. Ils construisirent des observatoires, consignèrent des éclipses, cartographièrent des constellations. Pour la première fois dans l'histoire de la Terre, la nature commença à être comprise de l'intérieur, de manière rationnelle et empirique. L'invention de l'imprimerie au siècle XV accéléra la diffusion du savoir, brisant les limites imposées par les élites religieuses et politiques. La révolution scientifique, des siècles plus tard, consolida l'investigation systématique du monde physique. Galilée observa les lunes de Jupiter, Newton décrivit la gravité, Darwin comprit l'évolution. L'humanité cessa de se penser comme centre fixe de l'univers pour se reconnaître comme partie d'un système cosmique plus vaste, en changement constant. Les idées cessèrent d'être seulement des traditions héritées et devinrent des théories vérifiables, révisables, testables. La science transforma la manière dont nous percevons le temps, la matière, l'énergie et nous-mêmes. La révolution industrielle, au siècle XVIII, porta cette capacité à une nouvelle échelle. L'usage de combustibles fossiles, de machines
d'électricité et de réseaux de transport mondiaux, relia des milliards de personnes et remodela des paysages entiers. Pour la première fois, l'humanité se mit à modifier de façon systématique le climat, les océans, les forêts et les cycles du carbone et de l'azote. Le pouvoir de transformation s'amplifia de façon exponentielle, et avec lui surgirent de nouveaux défis. Pollution, inégalité, guerre technologique, crise énergétique. Mais apparurent aussi des avancées remarquables. Vaccins, informatique, éducation de masse, intelligence artificielle. L'ère de l'information, entamée au siècle XX, porta la conscience humaine vers de nouvelles frontières. Des satellites orbitent autour de la planète et l'observent en temps réel. L'Internet relie des milliards d'esprits. Nous avons séquencé le génome humain, envoyé des sondes vers d'autres planètes, détecté des ondes gravitationnelles et photographié des trous noirs. Nous vivons une époque où l'espèce qui a commencé à marcher dans des savanes simule aujourd'hui des univers à l'intérieur d'ordinateurs. Avec des algorithmes, des télescopes et des accélérateurs de particules, nous reconstituons le passé cosmique et projetons des futurs possibles. La civilisation est devenue une force géologique, et de nombreux scientifiques soutiennent déjà que nous vivons une nouvelle période appelée Anthropocène, l'ère où l'être humain est devenu un agent dominant sur la planète. Mais ce pouvoir n'est pas venu avec des garanties. Toute civilisation porte en elle le risque d'autodestruction, par la guerre, l'effondrement écologique ou le déséquilibre social. La technologie qui nous libère nous met aussi à l'épreuve. C'est pourquoi le développement des civilisations constitue un point de bascule dans l'histoire de l'univers. C'est ici que la conscience doit apprendre à s'auto-réguler, à se protéger et à protéger la planète qui la soutient. L'intelligence, pour continuer d'exister, doit être sage. Elle doit se souvenir que, bien que nous soyons faits d'étoiles, nous demeurons fragiles. L'univers est vaste, mais le foyer de la vie connue, jusqu'à présent, n'est qu'un seul. Chaque progrès civilisationnel est au fond la continuation de la longue chaîne évolutive entamée il y a des milliards d'années. Le feu, la roue, l'écriture, le télescope, le satellite, tous sont des extensions de l'esprit humain, qui est à son tour une expression de la matière cosmique. De la poussière d'étoiles aux serveurs de données, de la pierre taillée à l'ingénierie quantique, l'histoire de la civilisation est l'histoire de la manière dont l'univers est devenu capable de penser à lui-même et d'agir consciemment sur sa propre trajectoire. Lorsque les premiers humains levèrent les yeux vers le ciel nocturne, la voûte céleste semblait un mystère inaccessible, un plafond sombre, incrusté de points de lumière, chargé de mythes, de dieux et de présages. Pendant des millénaires, les étoiles furent lues comme des oracles, les planètes comme des dieux errants, et les éclipses comme des signes divins. Mais derrière les légendes se trouvait le désir fondamental de comprendre d'où venons-nous, que trouve-t-on au-delà, où allons-nous. Cet élan ancestral, qui anima des observateurs mésopotamiens, des astronomes du monde islamique et des mathématiciens de la Renaissance, trouva sa réalisation la plus audacieuse seulement au siècle XX, lorsque l'humanité, pour la première fois, quitta sa planète natale. L'exploration spatiale représente un nouveau chapitre de l'histoire de l'intelligence cosmique, le moment où une espèce apparue sur un point microscopique de l'univers décida de franchir la frontière de l'atmosphère. Le premier pas fut accompli en 1957, avec le lancement du satellite soviétique Sputnik 1, une sphère métallique qui émettait un simple signal radio, mais qui résonna comme un tonnerre dans la conscience globale. 2 ans plus tard, la sonde Luna 2 atteignit la surface de la Lune, et en 1961, Youri Gagarin devint le premier être humain à orbiter autour de la Terre. L'espace, pendant des millénaires inaccessibles, devenait un territoire d'investigation. L'exploit culminant de cette ère de pionnier fut sans doute la mission Apollo 11, lorsque, en juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin posèrent le pied sur la surface lunaire. Les mots « un petit pas pour l'homme », un bond de géant pour l'humanité résonnèrent, non seulement comme un triomphe technologique, mais comme une affirmation ontologique. La vie de la Terre avait touché un autre monde. Pour la première fois, nous avons pu contempler directement notre planète depuis l'espace, un globe bleu et fragile flottant dans le vide. Cette perspective transforma profondément la perception humaine de l'écologie, de la politique et de l'appartenance planétaire. La course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique
ne fut que le commencement. Dans les décennies suivantes, l'espace cessa d'être un champ de démonstration géopolitique pour devenir un laboratoire de coopération scientifique internationale. Des missions comme Voyager 1 et Voyager 2, lancées en 1977, franchirent les limites du système solaire, envoyant des données sur Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, et emportant avec elles le célèbre disque d'or, avec des messages et des sons de la Terre, destinés à d'éventuelles civilisations extraterrestres. La Station spatiale internationale, construite à partir des années 1990, devint un symbole d'union entre nations et un environnement où l'on mène des recherches en biologie, en physique et en médecine, en microgravité. Au-delà des voyages habités, l'exploration robotique révolutionna notre connaissance du cosmos. Des sondes comme Curiosity, Perseverance, Cassini, Juno, New Horizons et bien d'autres permirent d'étudier la géologie de Mars, les anneaux de Saturne, les océans cachés d'Encelade et d'Europe, et même d'obtenir des images détaillées de Pluton, qui pendant des décennies n'avaient été qu'un point flou. À chaque mission, nous découvrons un univers plus dynamique, plus complexe et plus surprenant que nous ne l'imaginions. L'espace n'est pas un vide inerte, c'est une scène de tempêtes solaires, d'océans souterrains, de volcans de glace et d'atmosphères exotiques. Mais l'exploration spatiale n'est pas seulement observation, elle est prospection de l'avenir. La recherche de la vie sur d'autres planètes, la possibilité de terraformation, l'exploitation minière d'astéroïdes et la colonisation de Lune ou de Mars ne relèvent plus uniquement de la fiction scientifique. Des entreprises privées comme SpaceX, Blue Origin et Rocket Lab, aux côtés d'agences comme l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace des États-Unis, l'Agence spatiale européenne, l'Agence fédérale spatiale de Russie et l'Administration spatiale nationale de Chine, travaillent à rendre réelle la présence humaine permanente au-delà de la Terre. Avec des fusées réutilisables, des habitats modulaires et de l'intelligence artificielle, l'idée d'une civilisation multiplanétaire est en construction, même si elle reste entourée de risques techniques et éthiques profonds. L'exploration spatiale nous aide aussi à comprendre l'origine et le destin de l'univers lui-même. Des télescopes spatiaux comme Hubble et plus récemment James Webb nous permettent d'observer des galaxies formées peu après le Big Bang, d'étudier des atmosphères d'exoplanètes et d'analyser des lumières si anciennes qu'elles ont presque touché le commencement du temps. Regarder le cosmos, c'est regarder le passé. Chaque photon capté par CES Instruments est un messager qui a voyagé sur des milliards d'années-lumière pour raconter son histoire. Et en la déchiffrant, nous nous rapprochons de la vérité sur la manière dont tout a commencé et sur la manière dont tout peut se terminer. Mais peut-être que l'impact le plus grand de l'exploration spatiale n'est ni technique ni scientifique. Peut-être est-il existentiel. Le simple fait d'avoir franchi notre biosphère est une affirmation puissante. Nous faisons partie de l'univers et nous avons le droit et le devoir de le connaître. Chaque lancement, chaque sonde, chaque photographie du cosmos est une extension de la curiosité qui commença avec les premiers humains traçant des constellations sur les parois des grottes. La différence est que nous avons désormais des fusées, des antennes et des accélérateurs de particules. Mais la question demeure la même. Où sommes-nous? Et plus important encore, sommes-nous seuls? L'exploration de l'espace nous rappelle que l'univers n'est pas seulement notre décor, il est notre origine et notre destin. Et en conquérant les étoiles, peut-être ne faisons-nous que rentrer à la maison. Depuis l'instant où l'univers est né, il y a environ 13,8 milliards d'années. Il est en expansion constante. L'espace, le temps, la matière et l'énergie s'étirent comme une grande feuille cosmique, où les galaxies s'éloignent les unes des autres, non parce qu'elles se déplacent dans un espace fixe, mais parce que l'espace lui-même entre elles grandit. Cette expansion fut détectée pour la première fois par Edwin Hubble, au début du siècle XX, en observant le décalage vers le rouge de la lumière de galaxies lointaines. À partir de cette découverte, les scientifiques comprirent que l'univers n'est pas statique, il est en mouvement. Et comme tout CE qui se meut suit une trajectoire, une question inévitable surgit: quel sera le destin final de l'univers? Au départ, on pensait que la gravité pourrait éventuellement ralentir cette expansion, peut-être même l'inverser, menant à un effondrement cosmique connu sous le nom de grand écrasement, un retour catastrophique à l'état de singularité. Mais des observations plus récentes, en particulier celles réalisées dans les années 1990,
avec des supernovas de type 1A et, plus tard, avec le télescope spatial Hubble et d'autres missions, révélèrent quelque chose de surprenant. L'expansion de l'univers ne diminue pas, elle accélère. Ce phénomène contredit l'attente selon laquelle la gravité devrait tout ramener en arrière. Quelque chose d'inconnu, une forme d'énergie qui n'interagit pas avec la matière visible et qui remplit le vide même de l'espace, pousse l'univers vers l'extérieur. Cette chose fut appelée énergie sombre. L'énergie sombre constitue environ 70% du contenu total de l'univers. À la différence de la matière, elle ne s'agrège pas, ne forme pas de galaxies, d'étoiles ou de planètes. Sa seule action connue est d'accélérer l'expansion cosmique. Mais sa nature demeure l'une des plus grandes énigmes de la science moderne. S'agit-il d'une constante cosmologique, comme l'avait suggéré Einstein? S'agit-il d'une forme de champ quantique? S'agit-il seulement du reflet d'une lacune profonde dans notre compréhension de la gravité? Tandis que les physiciens tentent de percer cette force mystérieuse, une chose est sûre, elle domine le destin de l'univers. Si l'énergie sombre continue d'agir de la même manière indéfiniment, l'univers poursuivra son expansion éternellement dans un scénario connu sous le nom de grand froid. Dans CE futur, les galaxies continueront de s'éloigner les unes des autres jusqu'à devenir invisibles, séparées par de vastes océans d'espace vide. Les étoiles s'éteindront l'une après l'autre, consommant leur combustible et s'effondrant en naines blanches, en étoiles à neutrons ou en trous noirs. Sans nouvelle formation stellaire, l'univers deviendra un lieu sombre, froid et silencieux, une nuit éternelle où la matière, raréfiée, sera incapable de générer lumière ou chaleur. Dans des trillions d'années, même les trous noirs s'évaporeront sous l'effet du rayonnement de Hawking et l'univers atteindra la mort thermique, avec une entropie maximale et aucun gradient d'énergie capable de soutenir un processus physique significatif. Mais d'autres possibilités existent. Si l'énergie sombre augmente son intensité au fil du temps, l'univers pourrait affronter un destin encore plus dramatique, la grande déchirure. Dans ce scénario, l'expansion non seulement se poursuit, mais elle s'accélère jusqu'au point où les galaxies, les systèmes stellaires, les planètes, les molécules et même les atomes sont déchirés par la force d'expansion de l'espace lui-même. Sur une échelle de temps qui dépend des propriétés exactes de l'énergie sombre, tous CE qui existent se désintégreraient. La réalité cesserait d'avoir de la cohésion et le tissu même de l'espace-temps serait détruit. Il existe encore une troisième hypothèse, le grand rebond. Dans cette théorie, l'univers s'étendrait jusqu'à un certain point, mais pour des raisons encore non comprises, l'énergie sombre changerait de comportement et la gravité redeviendrait dominante. L'univers commencerait alors à se contracter lentement, se réchauffant à mesure que les galaxies s'effondreraient les unes sur les autres, jusqu'à atteindre une nouvelle singularité, puis, peut-être, initier un nouveau Big Bang. Ce modèle cyclique suggère que le cosmos peut traverser des phases infinies de naissance, de croissance, d'effondrement et de renaissance, dans une danse éternelle de création et de destruction. Laquelle de ces possibilités est vraie demeure ouverte. Mais quel que soit le scénario final, une chose est certaine, l'univers n'est pas une scène immobile, il est un processus en marche, une histoire en cours. Chaque étoile qui brille, chaque planète qui orbite, chaque atome qui vibre est inséré dans ce flux. La flèche du temps pointe vers l'expansion, la transformation et peut-être la dissolution. Mais cette même flèche a permis que l'univers évolue d'un bouillon de particules à des galaxies, à des étoiles, à la vie et finalement à l'intelligence qui contemple désormais sa propre origine et sa propre fin. Penser au destin de l'univers, c'est paradoxalement penser à notre propre finitude et à notre propre sens. Nous sommes des créatures d'un cosmos en expansion, fait de poussière d'étoiles, conscients durant un bref instant au milieu de trillions d'années. Mais dans cet instant, nous écrivons, nous découvrons, nous aimons, nous créons et nous questionnons. Que l'univers finisse dans le froid, dans le feu ou dans une renaissance, cette brève conscience est la preuve que la matière peut rêver et que le temps, l'espace d'un moment, peut être compris. L'histoire de l'univers est une narration colossale de transformation et pour la comprendre dans sa plénitude, nous pouvons l'organiser comme une ligne du temps cosmique, une sorte de carte séquentielle des événements les plus importants depuis l'instant initial jusqu'aux horizons encore inconnus de l'avenir.
Cette ligne du temps n'est pas faite de jours ou d'années ordinaires, mais d'époques, d'ères et de transitions où la matière, l'énergie et l'espace ont évolué de manières inimaginables. À chaque phase, le cosmos est devenu plus structuré, plus complexe, plus conscient. Et bien que tout ait commencé par un point sans dimension, aujourd'hui l'univers mesure des milliards d'années-lumière de diamètre et porte en lui la mémoire de tous les instants qui l'ont façonné. 0 seconde, le Big Bang survient. L'univers naît comme une singularité infiniment dense et chaude. L'espace et le temps commencent à exister. Le cosmos débute son expansion. Dans ces premiers instants, toutes les forces de la nature étaient unifiées. Il n'y avait pas de matière, seulement de l'énergie pure. 10 puissance moins 35 secondes, l'inflation cosmique se produit. L'univers subit une expansion exponentielle. De minuscules fluctuations quantiques sont amplifiées à des échelles macroscopiques, créant les graines des galaxies. La symétrie entre les forces se brise. La gravité se sépare des autres forces. 10 puissance moins 6 secondes. Formation des particules fondamentales. Quarks, électrons et neutrinos émergent de l'énergie. Les quarks s'assemblent pour former protons et neutrons. 3 minutes. La nucléosynthèse primordiale a lieu. L'univers se refroidit suffisamment pour permettre aux protons et aux neutrons de s'unir, formant les premiers noyaux d'hydrogène, d'hélium et des traces de lithium. 380 000 ans commence l'ère de la recombinaison. Les électrons se lient au noyau, formant des atomes neutres. La lumière peut enfin voyager librement dans l'espace. Le rayonnement cosmique de fond est libéré. Une photographie de l'univers bébé. 400 millions d'années, fin de l'ère des ténèbres. Les premières étoiles de population 3 naissent. Commence l'ère de la rayonisation. Le rayonnement ionise l'hydrogène environnant, illuminant l'univers. 1 milliard d'années. Formation des premières galaxies. La gravité organise la matière en structures rotatives de gaz, de poussière et d'étoiles. Les galaxies entrent en collision, fusionnent et évoluent. Des trous noirs supermassifs apparaissent au centre des plus grandes galaxies. 9 milliards d'années. Formation du système solaire. Un nuage interstellaire riche en éléments lourds s'effondre, formant le Soleil et autour de lui, planètes, lunes, astéroïdes et comètes. La Terre apparaît comme une planète rocheuse dans la zone habitable. 9,2 milliards d'années. Formation de la Lune. Un impact gigantesque entre la Terre et un corps de la taille de Mars donne naissance à notre satellite naturel, qui stabilise l'axe de rotation terrestre et influence les marées. 10 milliards d'années, origine de la vie sur Terre. Les molécules organiques simples s'organisent en structures autoréplicantes. Les premiers organismes unicellulaires prokaryotes apparaissent. 11 milliards d'années, photosynthèse oxygénique. Les cyanobactéries commencent à libérer de l'oxygène dans l'atmosphère, modifiant profondément la chimie de la planète. 12 milliards d'années, explosion cambrienne. Surgissent des formes de vie multicellulaires complexes, yeux, squelettes, prédateurs et relations écologiques sophistiquées apparaissent. 13 milliards d'années, extinction des dinosaures. Un astéroïde frappe la Terre, les grands reptiles disparaissent, les mammifères survivent et amorcent leur ascension. 13,7 milliards d'années, apparition de Homo sapiens. La conscience émerge. Les humains développent langage, culture, art, technologie et spiritualité. 13,799 milliards d'années, débute l'ère spatiale. L'être humain franchit l'atmosphère terrestre. Il envoie des sondes vers d'autres planètes. Il observe les galaxies les plus lointaines. Il commence son expansion au-delà du monde natal. 13,8 milliards d'années, temps présent. L'univers poursuit son expansion accélérée. L'énergie sombre domine. Les civilisations humaines étudient le cosmos et projettent l'avenir. Futur lointain, le destin cosmique. Selon le comportement de l'énergie sombre, l'univers pourrait se terminer par un grand froid, une grande déchirure ou un grand rebond. Les étoiles s'éteignent, les trous noirs s'évaporent et l'espace devient un vide thermique. Ou peut-être que le cycle recommencera. Cette ligne du temps est plus qu'une chronologie. Elle est la narration de la transformation de l'énergie en matière, de la matière en complexité et de la complexité en conscience. Elle montre qu'il n'y a pas eu un instant isolé de création, mais un processus continu où tout évolue, de l'atome à la galaxie, du microbe à l'être humain, du silence à la question. Le temps est le cadre de tout CE qui existe. Et nous,
passagers éphémères de CE courants immenses, faisons aussi partie de l'histoire, non seulement comme observateurs, mais comme chapitre vivant de la trajectoire de l'univers. Lorsque nous contemplons l'immensité de l'histoire cosmique, des premiers photons à la conscience humaine, des galaxies primordiales à l'intelligence artificielle, nous comprenons que l'univers n'est pas seulement un ensemble d'étoiles et de planètes, mais un processus d'auto-organisation en quête de complexité, de structure et de sens. Du chaos primordial ont émergé les lois de la physique, des particules élémentaires les atomes, des atomes les molécules, et des molécules les cellules vivantes. Au cours de 13,8 milliards d'années, le cosmos s'est transformé en quelque chose qui pense, qui ressent et qui s'interroge sur sa propre existence. Et dans ces processus, nous, fragiles êtres faits de carbone et d'eau, sommes apparus comme les yeux et la voix de l'univers. La Terre, une petite planète bleue dans un bras spiral de la Voie lactée, abrite la seule vie connue dans l'univers. Cela ne signifie pas que nous soyons seuls, mais qu'à ces jours, nous sommes la seule expression consciente du cosmos capable de narrer son histoire. Cette condition nous place dans une position paradoxale, insignifiant face à l'échelle de l'espace et du temps, mais absolument essentielle en tant qu'observateur et narrateur de cette histoire universelle. Sans la conscience, l'univers existerait en silence. Avec elle, il acquiert langage, musique, art, amour, science, mémoire et avenir. L'héritage de l'univers ne réside pas seulement dans sa structure physique, dans les galaxies, les trous noirs et les champs quantiques. Il se trouve aussi dans chaque geste humain de contemplation et de découverte. Dans chaque enfant qui observe le ciel avec curiosité, dans chaque scientifique qui cartographie les étoiles, dans chaque artiste qui traduit l'infini en couleurs et en sons. L'univers nous a donné tout, l'air, la lumière, les atomes de notre corps, la gravité qui nous maintient debout, les cycles des marées et des saisons, les éléments qui composent l'acide désoxyribonucléique, les rythmes qui soutiennent la vie. Nous sommes le résultat et le reflet du cosmos. Nous sommes faits de lui et nous retournerons à lui. Notre rôle est donc double, protéger et comprendre. Protéger la seule planète que nous savons habitable. Comprendre l'univers non seulement comme un exercice scientifique, mais comme un chemin de sagesse. Cette conscience exige responsabilité, éthique, empathie, humilité. La Terre est fragile, les civilisations sont instables, la vie est rare. Mais tant qu'il existera un être humain qui contemple le ciel et désire comprendre, l'univers sera, d'une certaine manière, en train d'éveiller en lui-même une étincelle d'éternité. Lorsque nous regardons le ciel nocturne, nous voyons des lumières qui ont voyagé pendant des milliards d'années pour atteindre nos yeux. Certaines de ces étoiles n'existent déjà plus, mais leur lumière nous parvient encore. De la même manière, nous aussi sommes des passagers du temps, dont les actions, les idées et les mémoires peuvent résonner bien au-delà de nos existences. Chaque vie humaine est un point de lumière sur la grande carte de la conscience cosmique. Et si cet univers s'achève dans le froid, dans le feu ou dans une renaissance, peu importe. C'est eux qui importent, c'est que, pour un bref instant, l'univers a su qu'il existait, et il s'appela humanité. L'histoire de l'univers ne s'achève pas. Elle continue dans chaque regard, dans chaque découverte, dans chaque pas que nous faisons vers l'inconnu. Du néant à l'infini, nous faisons partie de tout, et peut-être, seulement peut-être, de son dessein le plus profond.